Bonjour à tous, merci d'être là. Donc pour ceux qui étaient venus pour la conférence annulée, je suis désolé, moi je ferai pas le grand écart parce que c'est pas possible. Par contre, il y a peut-être une démarche à retenir et une réflexion à retenir. Je rappelle le principe, enfin c'est un atelier. Donc le principe, c'est favoriser un échange entre praticiens, entre pédagogues et chercheurs. Donc et ici en l'occurrence du coup avec des élèves. Donc ce qui serait bien, c'est qu'il y ait participation et qu'il y ait réaction sur ce que je vais dire. Le but est de retenir la démarche et un certain nombre de principes, pas nécessairement le projet de recherche précis que je vais vous présenter. Donc en introduction, je vais partir du chercheur face à une mer de données. On est dans une période où il y a ce qu'on appelle un déluge de données. Donc c'est une période qui commence au XVIIIe siècle, mais qui s'accélère avec l'informatique et les capacités, et la mise en réseau et les capacités de stockage. Et je prends simplement l'exemple d'un projet de recherche en cours où moi je m'intéresse à ce qui est dit sur les réseaux sociaux en ligne, particulièrement sur Twitter, sur le centenaire de la Première Guerre mondiale et sur la Première Guerre mondiale, dans l'ère francophone et l'ère anglophone. Donc j'arrive en 18 mois à 1,5 million de tweets, à peu près 400 000 personnes comptent impliquées, ce ne sont pas nécessairement des personnes, ça peut être des institutions, des médias. Voilà, tous ces tweets en fait contiennent un hashtag, c'est-à-dire un mot-clé, qui est relié au centenaire. Je pars du principe que vous savez ce qu'est Twitter, pour gagner un peu de temps. Donc mon problème est de savoir comment je lis 1,5 million de tweets. Humainement, je ne peux pas le lire. Donc je vais demander à l'ordinateur de le lire pour moi. C'est ce qu'on appelle la lecture distante, qui est un concept qui a été avancé par Franco Moretti, qui est un historien de la littérature qui est à Stanford, originaire d'Italie, c'est le frère du réalisateur. Et ce que dit Franco Moretti, c'est que nous avons besoin d'un pacte avec le diable, c'est-à-dire que nous savons très bien lire les textes et qu'il faut qu'on apprenne à pas les lire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne en fait à demander à l'ordinateur de les lire pour nous, à des algorithmes de les lire pour nous. Tout simplement, la démarche de Moretti à l'origine, qui s'intéresse à la littérature européenne du XVIIIe, XIXe siècle, est de dire que l'histoire de la littérature aujourd'hui, c'est l'histoire des grands textes, des grands romans. Mais qu'il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus de romans, beaucoup plus de littérature qui a été publiée au-delà des grands auteurs et de leurs grandes œuvres. Et donc lui ne veut plus lire les romans, mais il demande à l'ordinateur de les lire pour lui, afin de prendre en compte une masse beaucoup plus importante de romans et de faire une histoire beaucoup plus complète selon lui. Il y a méthodologiquement beaucoup de choses à dire là-dessus, puisqu'un historien qui perd du coup contact direct avec ses sources, on peut lui reprocher. Mais il y a des moyens en fait de conjuguer lecture distante et lecture proche. Il faut bien choisir les logiciels. Donc, personnellement, pour mon projet de recherche, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais demander à l'ordinateur de faire la fouille de texte. La fouille de texte, ça revient à transformer le texte en matière statistique. Donc, dans le logiciel que j'utilise, qui est Iramutech, je ne vais pas vous en faire une démonstration parce que même quand moi j'ai des masters, c'est tellement rugueux comme logiciel que c'est assez difficile de transmettre. Moi-même, j'ai mis 6 mois à le prendre en main. Par contre, une fois pris en main, on fait des choses exceptionnelles. En gros, il va faire ce qu'on appelle une classification hiérarchique descendante. Alors, je vais vous expliquer. Il découpe les textes, un corpus de textes, en segments, et il regarde, en voyant les co-occurrences de mots dans chaque segment de texte, les segments de texte qui se ressemblent et les regroupe entre eux. Je vous montrerai un peu les résultats, ce que ça donne. J'utilise aussi un logiciel de visualisation réseau. Ici, c'est pour savoir quels sont les comptes Twitter qui sont les plus cités et quelles sont les relations entre les comptes Twitter. Enfin, c'est quelque chose que je prévois de faire, je veux m'intéresser au rapport aux temporalités qu'il y a dans ce corpus. Avec Twitter, vous avez plusieurs temporalités. Vous avez le flux Twitter, donc le flux d'informations continue, les tweets qui sortent. Je n'ai plus en tête le nombre, mais c'est plusieurs milliers de secondes. Vous avez le flux de chaque utilisateur. Pourquoi un utilisateur publie un tweet à tel moment? Et dans mes données, c'est la seule date que j'ai. C'est la seule donnée temporelle que j'ai.
Il y a bien sûr la temporalité du centenaire lui-même, et il y a la temporalité de la Première Guerre mondiale, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. D'abord, elles sont décalées d'un siècle, forcément, mais le centenaire en France, ça a quand même eu un point d'orgue qui est le 11 novembre 2014. Or, le 11 novembre, ce n'était pas le centenaire du 11 novembre 1918. Donc, par définition, le centenaire n'a pas tout à fait la même temporalité que la Première Guerre mondiale. Ce que ça donne comme résultat, alors je me suis concentré ici uniquement dans la partie francophone de mon corpus. Oups, pardon. Plein de choses qui bougent. C'est ce genre de diagramme qu'il faut apprendre à interpréter. Donc, le logiciel me donne des classes. Ici, il m'en a donné 11. Donc, c'est le corpus français, donc c'est à peu près 15% de mon corpus total. Il y a d'abord des restes d'autres langues, donc je m'en occupe pas. Ensuite, on peut voir qu'il y a des classes, c'est-à-dire des regroupements de bouts de texte parlant à peu près des mêmes thèmes, en tout cas utilisant les mêmes mots, qui s'intéressent plutôt aux poilus, à la vie dans les tranchées. Il y a une classe sur l'hommage qui est fait aux soldats. Il y a des éléments sur les combats, puis il y a des éléments sur les morts pour la France. Ensuite, il y a des éléments de narration liés au centenaire. Narration de la Première Guerre mondiale, narration pendant la Première Guerre mondiale ou narration sur la Première Guerre mondiale 100 ans après. Vous avez ensuite des éléments qui sont liés au 11 novembre et qui sont assez perturbants. Je vous expliquerai après pourquoi. Quand parle-t-on ? D'abord, on parle le 11 novembre. Quand parle-t-on de la Première Guerre mondiale ? D'abord, le 11 novembre. Alors, vous voyez cette première classe qui ressort avec marqué Nabila, parce qu'il y a une starlette qui s'est dit qu'elle allait trucider son petit ami la veille, je crois. Et donc, ce qui est intéressant de voir, et c'est pour ça que je l'ai laissé, parce que je pourrais le retirer de l'analyse, je l'ai laissé parce que quand on voit justement, quand on va vers une lecture proche, qu'on va lire les tweets nous-mêmes, on s'aperçoit qu'en fait, c'est surtout des gens qui la mettent en cause, qui mettent en cause les gens qui parlent de cette starlette en disant c'est le 11 novembre, on n'est pas censé parler de ça. Le 11 novembre, on parle de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc c'est pour ça que ça reste intéressant de le laisser quand même dans le corpus. Le petit histogramme que vous voyez sur le côté, c'est plus la barre est haute en fait, plus cette classe est pertinente. Donc c'est une barre par jour et la grande barre bleue, c'est le 11 novembre. Ensuite, on parle de Notre-Dame de Lorette, de François Hollande qui y était, et de l'avion qui a survolé Notre-Dame de Lorette pour demander sa démission. Et là aussi, c'est intéressant de passer de la lecture distante, de cette lecture faite par l'outil informatique, vers la lecture proche, parce qu'on s'aperçoit que même des gens de la manif, des membres, enfin des gens de droite, membres de la manif pour tous, contestaient cette banderole et le passage de cet avion, parce que le 11 novembre, on ne demande pas la démission d'un président de la République, on célèbre la République et sa victoire. Et enfin, vous avez la dernière classe qui était centrée sur les poilus, mais qui est particulièrement pertinente le 11 novembre, et qui est centrée vraiment sur des mots liés à l'hommage. Ça signifie que le 11 novembre, et c'est là que la lecture distante devient particulièrement intéressante, le 11 novembre, on ne parle pas des poilus et des soldats de la même manière que le reste de l'année. Les mots ne sont pas les mêmes. On est dans l'hommage, le 11 novembre, dans l'hommage assez formel, l'hommage de la République à ses soldats. On n'est pas dans l'évocation, par exemple, de leur vie quotidienne. Pas du tout. Donc le reste de l'année, comment parle-t-on des poilus ? On parle d'abord d'indexation, parce que en fait, il y a une base de données des morts pour la France, qui est un scan en fait de chaque fiche administrative déclarant un soldat mort pour la France. Mais ce scan est simplement une photo de cette fiche administrative. Il n'y a pas de reconnaissance de texte. C'est juste une photo. Et donc, il y a appel du ministère de la Défense aux internautes pour faire une indexation de ces fiches, c'est-à-dire lire les fiches et dire, taper humainement, rentrer dans la base de données ce qu'il y a sur ces fiches. Et donc, sur Twitter, il y a une mobilisation pour appeler les gens à indexer ces fiches. Quand l'indexation sera terminée, ce sera le paradis des historiens qui s'amusent à faire la lecture distante et même des autres. Très belle initiative. On parle ensuite de la bataille, des villes où il y a eu des batailles, des soldats contre qui on se bat. Donc là, mon corpus est centré sur le front occidental, donc l'ennemi, c'est l'allemand qu'on reconnaît. On parle des tranchées. On parle de certaines batailles, donc de la bataille de la Marne.
On parle de la mort sur le champ de bataille. Troisième classe, qui est quasiment illisible, c'est plutôt certains éléments des combats, l'utilisation des canons, les fusillades. Et enfin, quatrième classe, alors vous avez rire en premier. Pourquoi rire? Parce que ces logiciels lématisent. La lématisation, c'est que si on voit un nom, un mot, le logiciel le rapporte nécessairement à sa forme singulière masculine, ce qui pose en termes de genre des petits problèmes, ou s'il voit un verbe, il va le ramener à son infinitif. Donc « et » devient « avoir », et « ri » qui est censé venir du verbe « rire », est ramené à rire. Le problème, c'est qu'ici, c'est ri pour régiment d'infanterie. Donc le rire que vous voyez, c'est régiment d'infanterie, parce qu'en fait, là, dans cette classe, on s'intéresse aux poilus eux-mêmes. Quel régiment d'infanterie ils étaient, où ils sont morts, quelle a été leur carrière avant. On voit aussi beaucoup de prénoms dans cette classe. C'est vraiment s'intéresser à une personne, à un soldat, en règle générale mort pour la France, en tout cas mort sur le champ de bataille. Et ensuite, on a des classes liées au centenaire, plus précisément. Vous voyez que le 11 novembre, la barre est vers le bas, donc le 11 novembre, on n'a pas parlé du centenaire lui-même, en tout cas, on a vraiment parlé du 11 novembre. C'est la grande caractéristique française par rapport au Royaume-Uni, c'est que le 11 novembre est vraiment le jour important. Vous voyez ici aussi la temporalité du centenaire. Ces classes sont très pertinentes au début de l'année. Après le 11 novembre, elles ne le sont plus. Parce que le centenaire, c'est vraiment concentré sur l'année 2014 jusqu'au 11 novembre. Il y aura probablement encore quelques petites choses en 2016 pour Verdun, éventuellement la Somme, mais c'est la temporalité du centenaire français. Ensuite, je regarde qui parle de ce centenaire. Alors, ça fait une belle visualisation réseau qui circule, d'un type qui circule énormément aujourd'hui. Plus, donc chaque rond est un compte Twitter. Plus il est gros, plus il est cité, ou plus il cite d'autres personnes. Et les lignes sont les liens entre les comptes. Si un compte cite un autre, il y a un lien, on estime qu'il y a un lien entre les deux comptes. S'il se cite souvent, la ligne est un peu plus épaisse. Or, ce qu'on voit ici, et c'est assez pertinent, c'est que vous avez d'abord les discussions sur le centenaire de la Première Guerre mondiale ou sur la Première Guerre mondiale dans le monde francophone sont vraiment structurées par la mission du centenaire, c'est le compte mission 14-18. Ensuite, vous ne voyez, il n'y a qu'un seul historien qui ressort, c'est Nicolas Beaupré de l'Université de Clermont-Ferrand. À côté de lui, on voit le compte du centre de recherche de l'Historial. Bon, il fait partie des animateurs de ce compte Twitter, donc c'est aussi un peu lui. Vous ne voyez pas d'autres centres de recherche. Vous ne voyez pas de projet d'histoire sur l'histoire de la Première Guerre mondiale qui aurait un compte Twitter pour en faire la valorisation. Par contre, 36e régiment, Guépier 92, 1J1.lu, ce sont des amateurs soit de généalogie, soit d'histoire. Mais vraiment des historiens amateurs qui, un jour un poilu, c'est lui qui mène vraiment le mouvement sur l'indexation de la base de données des morts pour la France. Donc ils font un très beau travail. Mais où sont les historiens professionnels dans ce cas-là? Moi, je ne tweete pas sur la Première Guerre mondiale, puisque déjà je l'observe plutôt, je préfère. Et ensuite, je ne suis pas à l'origine spécialiste de la Première Guerre mondiale, je suis un spécialiste de l'entre-deux-guerres plutôt. J'en suis pas loin, mais ce n'est pas le cœur de mes recherches à l'origine. Donc, j'espère que vous avez réussi à suivre jusqu'à maintenant. Non pas que ce soit trop compliqué, mais en règle générale, ce sont des choses qui sont peu enseignées. Le problème de cette démarche, de cette lecture distante, des logiciels que l'on utilise pour ça, c'est leur enseignement. Si je regarde, moi, en tant qu'historien du supérieur, mon expérience, c'est que la plupart du temps, on m'a demandé de l'enseigner en première année de master, et en première année de master, c'est trop tard pour enseigner l'usage de ces logiciels et des méthodologies qui vont avec. Mais quand je dis que c'est trop tard, c'est vraiment trop tard. C'est-à-dire que rien que le fait d'aborder le sujet fait que je perds 95% de mes étudiants. Qui n'ont pas, pour la plupart du temps, pour eux, le numérique, c'est Facebook et l'usage de Facebook. Donc à l'université, moi j'ai une réponse. Quand je pose la question quel enseignement pour ces méthodologies et ces logiciels, j'ai une réponse. Ça doit commencer en première année de licence. Mais même en première année de licence, parfois c'est un peu tard. Parce qu'il y a déjà des habitudes qui ont été prises et une vision du numérique, du réseau, qui est déjà bien enclenchée. Pourtant, les historiens,
et à commencer dès le collège, serait bien placé pour enseigner, pas les logiciels que j'utilise, mais en tout cas pour enseigner la gestion de l'abondance d'informations. Parce que finalement, c'est le cœur de notre métier. Aujourd'hui, l'abondance d'informations, c'est effectivement gérer des gigaoctets d'informations. Mais quand on voit les historiens qui travaillaient avant, quand ils travaillent au XIXe siècle, pour eux, ils ont déjà une masse d'informations que leurs prédécesseurs n'avaient pas. Donc ils ont déjà appris à gérer les sources, à gérer des sources qui, de leur point de vue, étaient extrêmement importantes. Donc, trop tard, déjà à l'université, pour enseigner quelque chose sur le numérique et l'abondance d'informations qu'il entraîne. Trop tard parce que le premier contact des élèves finalement avec l'abondance d'informations se fait notamment par les réseaux sociaux. Donc moi je parle de Twitter et Facebook parce que je suis déjà un peu vieux, donc j'utilise pas WhatsApp ou des choses comme ça, mais c'est le même problème. C'est déjà un contact avec l'abondance d'informations. Normalement, dans les statistiques qu'on a, donc officiellement on peut ouvrir un compte Facebook à partir de 13 ans, à l'université l'usage de Facebook est quasiment majoritaire. L'usage d'autres réseaux sociaux également. D'où deux questions, et c'est ce dont on devrait discuter, et j'aimerais bien que vous interveniez aussi, c'est quel rôle de l'enseignement de l'histoire dans l'apprentissage dans les apprentissages liés à la société de l'information, et par l'enseignement de l'histoire, je parle ici du collège et du lycée, dans lequel je n'ai pas d'expérience, donc je ne peux pas, moi, répondre à cette question. Par contre, la réponse m'intéresse énormément, puisque je constate que, dès la première année à l'université, c'est un peu tard pour l'enseigner. Et quel rôle des enseignants, la question complémentaire, c'est quel est le rôle des enseignants à titre collectif ou à titre individuel dans cet enseignement. Donc, la discussion est ouverte. Peut-être à vous la parole dans un premier temps, et puis après on passera sur la deuxième intervention.